Le point. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Nous recevons toutes les 2 semaines un invité pour un grand entretien. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Finkielkraut, écrivain, académicien, producteur de l'émission Réplique sur France Culture, avec lequel nous allons évoquer son dernier livre, L'après-littérature, paru chez Stock. Puisque notre époque doit expier toutes ses fautes et renier son passé au nom de l'inclusion ou de la tolérance, dites-vous Alain Finkielkraut dans ce livre, elle perd la capacité toute littéraire à embrasser la subtilité et la singularité. C'est de ces sujets dont nous aimerions parler avec vous aujourd'hui et peut-être d'autres sujets au fil de cette conversation. Et pour cela, je laisse Peggy ouvrir notre discussion. Alors, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, revenir sur le personnage de Tante Céline chez Proust et votre choix d'en faire, pour ainsi dire, la marraine de notre époque ? Alors, Tante Céline est un personnage très secondaire de la recherche du temps perdu. C'est la grand-tante du narrateur. Nous sommes au début du premier volume, du côté de chez Swann. Et justement, Swann fait son apparition dans le livre. Le narrateur, l'enfant, est allé se coucher, mais il entend ce qui se dit dans le jardin. Swann est invité à dîner. Et Swann, qui est, on s'en rend compte tout de suite, un homme très cultivé, veut raconter une anecdote tirée des mémoires de Saint-Simon au grand-père du narrateur, parce que le grand-père est friand de ce genre d'histoire. Donc, il s'agit des mémoires de Saint-Simon, et Swann cite cette phrase à propos de Molévrier. Je ne sais si ce fut ignorance ou panneau, il voulut donner la main à mes enfants, je m'en aperçus assez tôt pour l'en empêcher. Le grand-père s'extasie sur cette phrase assez étrange, ignorance ou panneau, ignorance ou piège en quelque sorte. Mais à ce moment-là, Tante Céline s'indigne. Comment vous admirez cela ? Eh bien, c'est du joli. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Est-ce qu'un homme n'est pas autant qu'un autre ? Qu'est-ce que cela peut faire, qu'il soit duc ou cocher, s'il a d'intelligence et du cœur ? Il avait une belle manière d'élever ses enfants, votre Saint-Simon, s'il ne leur disait pas de donner la main à tous les honnêtes gens, mais c'est abominable, tout simplement, et vous osez citer cela. En fait, donner la main ne veut pas dire, en l'occurrence, tendre la main, mais céder la priorité au passage des portes, mettre la personne à sa droite et la reconduire jusqu'au pied de l'escalier. Voilà la signification de donner la main, mais évidemment, il ne pouvait pas faire cela aux enfants de Saint-Simon, étant donné le protocole et la hiérarchie sociale. C'était une insulte à la hiérarchie, et cette espèce d'attachement au protocole, aux préséances, fait horreur de toute manière à Tante Céline, parce que tous les hommes sont égaux, dit-elle. Et je trouve que cette femme, un peu ridicule, annonce notre siècle. C'est pour cela que j'ai raconté cette histoire lorsqu'il m'a été donné de prononcer le discours sur la vertu à l'Académie française. Chaque année, un académicien doit se livrer à cet exercice. J'avais pas du tout envie, donc je reportais d'année en année. Et puis, j'ai retrouvé ce texte et je me suis dit, là, il y a quelque chose, je peux problématiser plutôt que de faire un sermon ou un discours un peu espiègle. Et en effet, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, au nom de l'humanité, au nom de l'égale dignité des personnes, une sorte de nouvel ordre moral s'instaure. Et il est tout à fait étrange que cette vieille fille, guindée et déjà ridicule, puisse incarner la prémonition de cet ordre moral-là, qui n'a rien à voir avec celui qui a pu prévaloir, notamment dans la deuxième moitié très victorienne du XIXe siècle, parce que l'ordre moral classique était inspiré par l'idéal ascétique, c'est-à-dire la primauté de l'esprit sur la chair et la surveillance de la chair.
Et on se souvient du procès 1857, de l'année 1857, où Flaubert pour Madame Bovary et Baudelaire pour les Fleurs du Mal se sont retrouvés au tribunal. Hein, et face à un homme devenu, pauvre de lui, célèbre, le procureur Pinard, je crois. Bref, c'est autre chose. Maintenant, c'est l'idéal égalitaire. Donc, il ne s'agit pas de surveiller la chair. Et cet ordre moral-là, c'est ça qui est très intéressant, ne pèse pas sur les artistes. Il émane des artistes eux-mêmes, notamment, je le souligne ici peut-être plus encore que dans mon livre, notamment des metteurs en scène. Très intéressant, ceux qui sont vraiment les grands intercesseurs de l'art, des œuvres. Metteur en scène, ce mot, Villard n'en voulait pas, tellement il le trouvait déjà prétentieux. Il disait non, moi je suis un régisseur. Lui, le célèbre fondateur du Festival d'Avignon. Maintenant, les metteurs en scène sont presque plus que des auteurs. Ils corrigent les œuvres, ils ajoutent des fragments, des prologues, etc., pour les conformer à l'esprit du temps, c'est-à-dire l'hospitalité, la fluidité, l'aide aux migrants, l'affirmation de l'idée d'humanité, c'est-à-dire les successeurs de Tante Céline, en effet, ont pris le pouvoir et ne cherchent pas d'enseignement dans les œuvres du passé, ils cherchent confirmation à leur certitude. Quand ces œuvres ne peuvent pas leur offrir cette confirmation, elles sont écartées, sinon elles sont présentées, mais corrigées dans le sens de l'époque, car ce qui caractérise notre époque, c'est son immense fatuité. C'est-à-dire, c'est ça le woke. Le woke, c'est l'éveillé. L'éveillé, c'est-à-dire celui qui sait tout, qui a une sensibilité éveillée à toutes les injustices, à toutes les discriminations, et qui peut donc regarder le passé de haut parce qu'il n'a rien à apprendre, à en apprendre. Donc, aujourd'hui est un blanc-bec insupportable. Alors, de quand datez-vous ce changement ? Parce qu'on pourrait aussi faire l'hypothèse que c'est peut-être vous aussi qui avez changé. Votre regard a peut-être changé sur la société au fur et à mesure de votre carrière. Ou alors c'est vraiment la société qui a changé, à votre avis ? De quand date ce changement ? C'est un phénomène qui est déjà assez ancien, c'est-à-dire la dernière décennie du XXe siècle. Et peut-être, d'ailleurs, c'est la grande surprise de notre époque, parce que le communisme, l'idéologie communiste s'est effondrée, elle, dans les années 70 du XXe siècle. Le communisme réel a suivi, mais l'effondrement d'idéologie, c'est la dissidence en Europe centrale, Solzhenitsyn, les nouveaux philosophes relayant le travail des pionniers qui étaient Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. Donc, plus personne n'y croyait. Cette idéologie s'écroule. Et on s'est dit, bon, avec la fin de l'idéologie communiste, c'est aussi la fin de l'idéologie. C'est-à-dire, on va aborder l'histoire avec un peu plus de modestie, et puis, surtout, on pourra se parler. Et il est vrai que dans les années 80, les gens se parlaient. C'est-à-dire, c'était le débat. C'est-à-dire le paradigme de la guerre disparaît, hein, le combat, la guerre, et c'est le paradigme de la conversation qui s'impose à nouveau. Donc, les intellectuels discutent sans anathème, sans invective, mais quelquefois avec vigueur. Or, c'est une parenthèse heureuse, une parenthèse enchantée. L'idéologie a fait son retour, sous une toute autre guise. Ce n'est pas l'idéologie communiste, même si, avec Badiou et d'autres, elle a encore des partisans. Mais ceux-là sont nostalgiques. L'hypothèse communiste, plus personne n'y croit. Mais l'antiracisme a pris le relais. Et ça, c'est vraiment une douleur. Parce que qui peut ne pas être, après la Deuxième Guerre mondiale, antiraciste? C'est vraiment la moindre des choses, c'est le principe de base. Mais non, tout d'un coup, l'antiracisme s'est transformé en idéologie. Voilà, c'est-à-dire là encore, un drame, un univers à deux dimensions, un drame à deux personnages, le mâle blanc,
coupable de tous les vices, de toutes les turpitudes, et puis ses victimes, ses innombrables victimes. Et cette vision du monde, simpliste, s'est imposée dans le monde intellectuel, surtout dans le monde universitaire, et de là date le politiquement correct, et le politiquement correct qu'on a cru à un moment être une maladie, une fièvre américaine, mais hélas, cette pandémie s'est répandue et personne n'a trouvé de vaccin. Donc, ce politiquement correct règne maintenant des deux côtés de l'Atlantique. Je parlais des metteurs en scène, des artistes. Il faut parler maintenant des intellectuels, les professeurs et les étudiants. Ce qui est aussi un changement par rapport au gauchisme. Parce que le gauchisme, c'était surtout les étudiants, avec quelques professeurs, bien sûr, et de renom. Et là, c'est une surenchère entre les uns et les autres. C'est-à-dire que les étudiants demandent des études intersectionnelles, études de genre, etc., etc. Et quand ils ne le font pas, ce sont les professeurs qui le leur reprochent. Donc il y a une espèce de jeu de surenchère. Et c'est aussi un autre changement par rapport à l'idéologie communiste. Et ça, je voudrais y insister. Parce que j'ai relu la préface d'un livre de Mona Ozouf absolument extraordinaire. Beaucoup de ces livres méritent ce qualificatif, mais celui-là, c'est le livre d'ailleurs qui a eu le moins de succès commercial. Et ce livre s'intitule La Muse démocratique et il porte sur Henry James. Et donc, mais la préface, c'est tout à fait étrange. Il dit, voilà, j'ai été communiste. Et c'est vrai, j'étais avec François Furet, tout le monde, et c'était juste pour sortir de la guerre, jusqu'en 1956, jusqu'à l'invasion de la Hongrie par la Russie et ses alliés. Mais elle dit, on avait un monde à part, on avait la littérature. Et là, justement, ça rééquilibrait. C'était notre échappée belle, notre bouffée d'air libertaire, notre paisible hérésie. Donc tout d'un coup, il y avait cette vision du monde à deux dimensions, l'homme est affaire, etc. On est en train de faire l'homme, enfin bref. Et puis il y avait Henry James, qui était tout à fait autre chose, qui était une sorte d'exploration du phénomène humain, et même, pourrait-on dire, de la nature humaine. Il disait de la nature humaine, pour un communiste, c'était odieux. Et donc, elle avait ça. Mais dans la nouvelle idéologie, ce n'est pas possible, puisque précisément, la cible de la nouvelle idéologie, c'est la littérature. C'est la littérature. Si on lit Henry James, c'est pour le convoquer. Oh là là, bon, alors on va lire Portrait de femme. C'est quoi Portrait de femme du point de vue du genre. Voilà. Et donc je te regarde de haut et je vais chercher si c'est bien ou si c'est pas bien ou si c'est voilà. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est-à-dire que on fait des studies, c'est-à-dire là vraiment on voit la primauté de l'idéologie sur la recherche et on convoque les heures pour voir si précisément elles sont aussi éveillées que nous. Donc la littérature a un statut de cible dans l'idéologie contemporaine. Alors justement, dans votre livre, vous faites le procès d'une époque moraliste qui est faite de nihilisme compassionnel et d'assignation identitaire. Et ce livre vise d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, en partie ce qu'en France, on commence par nommer comme le wokisme. Quand avez-vous vu émerger ce phénomène ? Le wokisme, alors c'est intéressant parce que, je veux dire, le mot en France est tout récent. Et le wokisme s'est installé aux États-Unis ces toutes dernières années. C'est le successeur, c'est le politiquement correct. C'est une autre terminologie pour le politiquement correct. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que Barack Obama, lui-même, il y a quelques mois, a pris à partie les woke. Obama, alors qu'il était aussi porté par ça, il a dit attention, vous commencez à délirer, vous commencez à devenir intolérant et fanatique, faites gaffe. Oui, parce que le wokisme, ça veut dire le New York Times, voilà, le journal woke. Et ça aussi, c'est imaginez la surprise pour les gens aussi vieux que nous, que moi, parce que vous êtes toute jeune, mais le New York Times, c'était le journalisme en majesté. C'était l'impartialité, c'est la recherche des faits, c'était la distinction entre le reportage et l'éditorial. C'était absolument capital. Maintenant, ils éditorialisent tout. Ils écrivent black
avec une majuscule, white avec une minuscule. Il lance un mouvement pour faire naître les États-Unis du jour où, de l'année où le premier esclave a foulé, a mis les pieds en Amérique. Donc il récuse 1776. C'est un vrai délire de wokisme et de repentance. Et effectivement, la chose est arrivée en France, notamment dans l'université française, et je crois même que dans l'université française, le phénomène est extrêmement grave. Moi, j'ai rencontré au dernier colloque Tocqueville un professeur de philosophie qui m'a dit les études de lettres, c'est mort. Les humanités, c'est mort. Il ne faut plus faire d'humanité dans l'université française. C'est pas possible. C'est pas possible. Il le disait complètement désespéré. Mais là où les choses prennent une tournure intéressante, c'est que dans le dernier numéro de Libération, il y a un article de Simon Blin, un journaliste du quotidien, dans la rubrique idées, pour nous dire que le wokisme est un mensonge, est une invention. Ça n'a jamais existé. D'ailleurs, il avait interviewé un écrivain français, Aurélien Bélanger, qui dit la même chose. Ça n'existe pas. La cancel culture, ça n'existe pas. C'est une invention de l'extrême droite. Alors, je veux dire, on est vraiment atterré. Le mouvement est soutenu par des gens qui dénient son existence. Et c'est là où nous en sommes. Alors, parmi vos cibles de prédilection, on trouve le néo-féminisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le néo-féminisme ? Alors, je crois que je le dis d'abord en hommage au féminisme authentique et au féminisme originel. Je le dis parce que je pense à Mona Ozouf, à Elisabeth Badinter, notamment, à Liliane Candel. Voilà. Toutes ces féministes qui ont joué un très grand rôle et qui ont gagné beaucoup de batailles. Beaucoup de batailles. Je pense même que le féminisme, mouvement d'émancipation des femmes, a gagné toutes les batailles. Absolument toutes. Maintenant, voilà. Au lieu de savourer cette victoire, au lieu même d'en remercier les militantes ou les intellectuels qui les ont précédés, les nouvelles féministes sont celles qui disent que la situation est pire que jamais. C'est ça le nouveau féminisme. C'est-à-dire que l'ordre patriarcal sévit avec une force inouïe, que 2 hommes sur 3 sont des agresseurs ou des violeurs, que nous vivons dans une culture du viol. Donc le nouveau féminisme, c'est un mensonge auquel croit celle-là même qui le propage. C'est-à-dire, c'est une réalité parallèle qu'elle s'invente, c'est une sorte de bovarisme victimaire, elles se croient autres qu'elles ne sont, et elles se veulent victimes. D'ailleurs, l'ordre patriarcal est mort. Comment pouvoir parler d'ordre patriarcal quand, avec les nouvelles technologies et les droits individuels qui profitent de leur émergence, l'homme devient facultatif dans la procréation. Quand les femmes se font avorter comme elles le souhaitent, quand elles le souhaitent, on ne peut plus parler d'ordre patriarcal. Donc, mais là où cela devient très intéressant, on se dit, mais comment ce mensonge peut-il s'installer ? Oui, j'ajoute, si la domination masculine sévissait encore, personne n'irait la chercher dans la langue. L'écriture inclusive est la preuve que l'ordre patriarcal est une chose du passé. Ils n'ont que ça
Voilà. L'écriture inclusive et l'avortement le plus tard possible. Ça va être un nouveau sujet tout à l'heure. 16 semaines, 18 semaines, 30 semaines, je ne sais pas combien, voilà, jusqu'à 8 mois. Mais il y a un moment, il faudra quand même dire que on broie un être. Il y a un moment, oui. Voilà, comme liberté, le broyage de l'être que j'ai à l'intérieur de moi-même, parce que mon corps c'est moi, cet embryon c'est moi. Il faut quand même que ça s'arrête un tout petit peu. Mais on voit c'est aussi le dernier titre de Libération. Des femmes se font avorter en Belgique parce qu'elles n'ont pas obtenu les je ne sais pas combien de semaines demandées, et ça va continuer. Or, l'interruption volontaire de grossesse existe en France. Donc ce sont des luttes arbitraires, des luttes absurdes, des luttes cruelles. Mais parce que, aujourd'hui, me semble-t-il, il ne s'agit plus d'émancipation, il s'agit, sous couleur d'émancipation, de lutte pour le pouvoir. Le mot d'ordre du nouveau féminisme, c'est mâle blanc dégage. Et ça, c'est le mot d'ordre du nouvel antiracisme aussi, d'où l'importance, à mes yeux, que revêt le licenciement dans un orchestre britannique de 10 ou 15 musiciens blancs, tous plutôt plus compétents les uns que les autres, mais blancs. Et pour introduire la diversité, on les vire. Pour introduire la parité, on voudrait faire la même chose, c'est-à-dire, c'était le mot d'ordre, le programme de Delphine Ernotte lorsqu'elle a pris les rênes de France Télévisions, trop de mâles blancs de 50 ans. Voilà. Donc il y a un virage qui a été pris par le féminisme, qui est une insulte au féminisme authentique et qui désole toutes les vrais féministes. J'ai une anecdote toute fraîche d'aujourd'hui. J'ai une amie qui est professeure, qui enseigne la traduction. Et aujourd'hui, elle a demandé à ses étudiants une phrase où il y avait « woman » dedans. Et il y a une de ses étudiantes qui lui a dit « il faut dire personne avec vagin ». Oh, c'est beaucoup plus jeune. Mais c'est très intéressant. Non, mais c'est ça, parce que y a l'écriture inclusive, on en vient à l'extrême qui est en fait la disparition des femmes. Oui, on en vient à paradoxe l'exploration ultime, au oui. nom de l'égalité, mais surtout, c'est aussi ça la disparition de la littérature. C'est-à-dire que, je veux dire, si la France était une patrie littéraire, si la littérature éduquait les sensibilités et façonnait les âmes, personne ne supporterait ce mot. Il ferait horreur, personne avec vagin. Mais on peut le dire aussi des acronymes. Ça, j'en parle pas dans mon livre, mais c'est très intéressant. La région PACA. La disparition de la Provence dans la région PACA. Vous voyez ce que ça signifie pour la poésie ? Ce qu'a été la Provence pour René Char. Et même LGBTQ. Vous imaginez Sappho, LGBTQ, Colette, Proust, Michel Foucault, Roland Barthes, je les ai connus, moi. Je les ai bien connus, tous les deux. Peut-être Michel Foucault a-t-il joué un rôle dans la création, dans la formation de l'idéologie contemporaine. Mais jamais il ne se serait dit LGBT. Mais jamais, jamais. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est un nom de banque ou de compagnie aérienne. Et voilà où nous en sommes. Et c'est ça. Donc, si vous voulez, à de multiples détails, on voit la littérature disparaître et on est horrifié par ce qui la remplace. Vous parliez du New York Times aussi. Hier, j'ai lu un article où en fait, on ne parle plus de femmes enceintes, mais de personnes enceintes. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est ça. Ce sont des personnes enceintes. Oui, bien entendu. Oui. Et puis maintenant, il y a aussi cette chose tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire que l'appartenance, le genre a remplacé le sexe et ça devient déclaratif. C'est-à-dire, à quel genre voulez-vous être associé ? Et ce qui est extraordinaire, il y a un passage magnifique dans le livre de Claude Habib sur la question trans. Et on demande ça aux étudiants, qu'on vous désigne par quel pronom. Oui, alors, chacun choisit. Je comprends derrière, on peut dire zeille, et ça veut dire. Que vous êtes transgenre en fait. Ouais. Transgenre, non-binaire. Non binaire. Et il y en a un qui a eu cette réponse géniale, His Majesty. Et c'est génial parce que c'est exactement
la vérité de cette émancipation. C'est la finitude, quand même. Je ne suis pas une femme, moi. Je ne pourrais jamais être une femme. J'en suis très heureux, parce que comme ça, je peux admirer les femmes. Si je pouvais être une femme, il n'y aurait rien d'admirable, et je pourrais rien admirer. Je pourrais choisir un jour un homme, un jour un gars. C'est horrible. Mais bref, je peux pas. Donc, la différence sexuelle, c'est déjà la finitude. Hein. On est ce qu'on est, et on n'est pas tout l'humain. On n'est pas tout l'humain. Voilà. C'est vraiment c'est ça la différence. On n'est pas tout l'humain. Et maintenant, non. Maintenant, au bout de l'émancipation, on peut choisir un jour ceci, un jour cela, fluidité, transgenre, etc. Donc la vérité, c'est His Majesty. Mais ça, c'est une vérité révélée par l'humour. Et il en va de l'humour comme de la littérature. Je crois qu'au sens fort du terme, l'humour n'a plus sa place. Alors, il y a un passage du livre qu'on a beaucoup apprécié, Peggy et moi, quand vous citez donc ce personnage de l'extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, donc Raphaël Tisserand. Donc, vous confessez non pas tant votre empathie que votre identification avec ce personnage. C'est le loser absolument pas magnifique, selon l'expression de Peggy. Et en terminant votre chapitre par cette phrase, la majorité des femmes et des hommes ont éprouvé la cruauté et la violence du jeu de la séduction. Vous mettez d'une certaine façon les deux sexes à égalité sur ce terrain-là. Mais pensez-vous vraiment que ce soit le cas ? La séduction ou le marché sexuel, pour parler comme Michel Houellebecq, n'est-elle pas un domaine où les femmes ont clairement l'avantage ? L'avantage ? Oui. Vous aviez peur de la question qui allait venir ? je ne sais pas. Oui, enfin, il y a un moment où elles ont l'avantage, puisque l'homme tente sa chance et puis la femme choisit. Mais il faut aussi voir que les soirées où j'allais, il y avait quand même les femmes qui faisaient tapisserie. C'est l'expression, faire tapisserie. C'est-à-dire, on invitait, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais bon, voilà, il y avait les slows. Bon, maintenant, tout le monde danse comme il veut, mais dans ce moment du slow, c'était terrible. C'est bof, et choisissait. Alors, la femme pouvait toujours repousser le tisserand, ou dire, ah non, je suis fatigué, je ne vais pas bien, je fumais mes clopes, etc. Mais les femmes qui faisaient tapisserie, oui, ça, on le voyait toujours. Et cette violence et cette cruauté, elles survivent aussi au jeu de la séduction. On les voit dans l'amour, parfois. C'est-à-dire que la rupture est sauvage pour celui ou celle qui est quitté, bien entendu. Et ça, je veux dire, on ne pourra jamais surmonter cette difficulté de l'existence. Ce qui est absolument débile dans le nouveau féminisme, c'est son caractère utopique. On va réinventer l'amour, dit Mona Chollet, et réinventer l'amour, c'est trouver des solutions. Mais comment parler de ce phénomène humain en termes de solutions ? Alors elle en a une qui est vraiment exceptionnelle, c'est éventuellement la décohabitation. C'est vrai, ça fait rêver. Hein. Donc, la décohabitation, on va pas habiter ensemble, et puis on se verra quand... Bon, on ne peut pas raisonner en termes de solution. Il y a un moment où celui qui n'est pas aimé, qui n'est plus aimé, en bave. Et quand la rupture arrive, il a le sentiment d'être jeté. C'est pas les femmes, comme dit Sandrine Rousseau, qui sont forcément jetées. C'est le lot de la relation humaine qui a un aspect violent. Et il ne s'agit pas de la surmonter, il s'agit de l'explorer. Et maintenant, on envisage l'amour en termes de solutions, et dès lors, on n'a plus besoin de la littérature, parce qu'aucun grand écrivain, aucun grand romancier ne s'est jamais posé la question en ces termes. Alors, dans le moment que vous analysez, à votre avis, quelle est la place et l'importance de l'antisémitisme ? De l'antisémitisme ? De l'antisémitisme. Pourquoi vous me parlez ça là maintenant ? Rien à voir. Changement de sujet. Ça, c'est la question Peggy Sastre, la contrariante, qui contrarie même le plan. Ah non, c'est dans le plan. Bon, alors,
Je reprends mes esprits. Allez-y. La question de l'antisémitisme est très intéressante aujourd'hui, quand même, parce que il est repris, récupéré par la nouvelle idéologie dominante dans une grande partie de l'intelligentsia. Et c'est une autre surprise de l'époque. Et ça vient d'Israël, de la naissance, de l'existence d'Israël. Il y a eu la Shoah, le devoir de mémoire, l'idée qu'en effet, né de la Shoah, que le racisme était le plus grand des maux. L'antiracisme s'est bâti, sur cette certitude, sur cette évidence, mais Israël est né de la guerre, Israël a gagné la guerre de 48 que lui faisaient tous les États arabes au moment où il a déclaré son indépendance, et à partir de cette date, il a commencé à passer dans le mauvais camp. Le camp non plus des opprimés, mais des oppresseurs. Après la guerre des 6 jours à 1967, les choses se sont encore aggravées, puisqu'Israël, à son corps défendant, a conquis la Cisjordanie. Il a son corps défendant parce que jusqu'à la dernière minute, les Israéliens ont supplié le roi de Jordanie de ne pas intervenir dans la guerre que leur déclarait Nasser. Il ne l'a pas pu faire autrement, il a perdu. Bon, bref, les territoires conquis, l'occupation s'est installée, et donc une sorte de virage s'est opéré, et Israël est devenu, aux yeux de cette gauche, un État raciste. Et le sionisme est devenu une forme de racisme. Le sionisme est même comme attachement à l'État d'Israël, comme souci d'Israël. Or, le souci d'Israël, caractérise 95% des Juifs de la diaspora. Donc, les Juifs sont devenus racistes. Et l'antisémitisme est devenu une modalité de l'antiracisme. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Un antisémitisme fier de lui-même, un antisémitisme sans honte, un antisémitisme auquel on ne peut plus faire honte. Voilà ce que nous sommes en train de vivre, et notamment sur les campus américains. Et vous voyez d'ailleurs que peu de gens en parlent, mais BDS, non, pas seulement, je ne parle pas de BDS, non, Black Lives Matter est un mouvement où l'antisémitisme est très présent. Black Lives Matter, parce que les Juifs, maintenant, ce sont des Blancs, et même des suprématistes blancs. Parce que, précisément, ils oppriment les Palestiniens qui ont, eux, aux yeux, une autre couleur. Donc, les Juifs font subir aux Palestiniens ce que les Blancs d'Amérique font subir aux Noirs. Identification des Noirs et des Palestiniens, ce qui fait que sur les campus américains, le mouvement BDS, boycott des investissements sanctions, et Black Lives Matter travaillent ensemble à justement boycotter, annuler les conférences de professeurs venus d'Israël ou suspectés de sionisme. Voilà où nous en sommes. Alors pour revenir sur une chose que vous disiez tout à l'heure à propos de l'État et des artistes, il y a un chapitre dans votre livre sur la cérémonie 2020 des Césars, et vous écrivez « Ce n'est pas l'État de nos jours, c'est le monde des arts et du spectacle qui, mobilisé contre toutes les formes de domination, organise les cérémonies de la haine ». Alors dans votre travail au quotidien, donc votre travail d'intellectuel public, de producteur d'émissions, comment vous débrouillez-vous avec ces nouvelles formes de censure horizontale ? Censure horizontale. C'est une censure horizontale au sens où elle vient de toute la société, elle ne vient pas forcément du haut. Je dis, en plus, elle vient du monde du spectacle lui-même. Hein. C'est ça qui est terrible. Et des journaux. On peut faire la même analyse pour les journaux. Je vais vous citer un homme qu'on n'a vraiment pas le droit de citer aujourd'hui. Mais tant pis, je le fais. C'est Renaud Camus qui dit dans un tweet
quelque chose comme par rapport à la presse muselante, la presse muselée, c'était le bon temps. Nous sommes entrés dans l'ère de la presse muselante. Pour revenir à la cérémonie des Césars, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Ce fut une cérémonie de la haine, en effet, où le principal accusé était Roman Polanski, et cela bien avant même qu'on apprenne qu'il allait obtenir l'Oscar pour J'accuse, car tous les sketchs de Florence Foresti, qui était la meneuse de jeu, je ne sais pas comment il faut l'appeler, Maîtresse de cérémonie. portait sur Polanski, sur la taille de Polanski, puisque c'est le nain Hatchoum, sur les vices supposés de Polanski, puisque il était pédophile, sur tous les autres pédocriminels qui étrangement étaient tous juifs, quand même. Harvey Weinstein, Simon Epstein, Patrick Bruel, auquel il a été fait référence, Dominique Strauss-Kahn, pas un mot sur Tariq Ramadan, accusé de multiples viols. Déjà, la gêne était extrêmement forte. Et là, et ce qui était étonnant, c'est de voir le ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester, applaudir. C'était, vous voyez, la censure et la haine ne venaient pas de Big Brother, ne venaient pas du pouvoir, elles venaient de l'humoriste, et le pouvoir, lui, suivait. Le pouvoir suivait... le pouvoir politique, si vous voulez, se mettait à la remorque du pouvoir idéologique. C'était quand même tout à fait saisissant. Et puis, ça m'a amené évidemment à réfléchir, puisque Adèle Haenel, l'actrice Adèle Haenel, est partie lorsqu'elle a appris que Roman Polanski, pour J'accuse, obtenait le César du meilleur film. C'est une honte, a-t-elle dit. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle sait des actes commis par Polanski? Elle devrait savoir que sa victime authentifiée, Samantha Geimer, le soutient. Qu'elle dit « Comment pouvez-vous vous réclamer d'une juste cause si vous ne respectez pas les personnes que vous prétendez soutenir ?» Voilà ce que dit Samantha Geimer, premièrement. Et puis, on a l'impression qu'elle est dotée d'une sorte de don de seconde vue parce qu'elle a vécu. Et là, on sort du droit et de la littérature en même temps, parce que le droit et la littérature sont dans le même bateau. Il lui avait quelque chose. Christophe Ruggia, lorsqu'elle était adolescente ou préadolescente, s'est montré pressant avec elle. Mais, je veux dire, aucun tribunal ne la convoquerait pour témoin dans une autre affaire, en disant bah oui, puisque vous avez vécu ça, vous savez ce qu'a vécu la personne, et c'est vous qui allez fixer la peine. Non, justement, on raisonne au cas par cas. On raisonne de manière individuelle. Et si on s'intéresse maintenant à ce qu'a vécu vraiment Adèle Haenel, alors là, j'extrais une citation qui en dit long sur l'époque et sur précisément ce nouveau féminisme adoubé par Edoui Plenel, parce que le coup est parti de Mediapart, quand même. Il faut toujours s'en souvenir. Grand entretien donné par Adèle Haenel à Mediapart. Voici ce qu'elle dit. Et il faut écouter attentivement. Ce n'est pas par respect de l'enfant que j'étais qu'il, Christophe Ruggia, n'est pas passé à l'acte, c'est par peur de se regarder en face. Cette phrase est extraordinaire. C'est-à-dire, elle reconnaît qu'il n'est pas passé à l'acte. Donc, il n'y a pas eu de viol. Le mot de culture du viol est là pour intégrer tous les non-viols dans les viols. Donc, voilà. Je vais regarder Peggy Sastre avec un regard appuyé. Je suis en train de la violer, là. Je la viole. Je la viole. Ça y est. Moi, je suis complice du patriarcat. Ça y est, c'est fini. Ouais, non, ça compte pas. Ça marche pas, ça va pas marcher. J'ai violé. Bon, donc voilà. Mais revenons à Adèle Haenel. Donc, il n'est pas passé à l'acte. Finalement, il n'a rien fait.
Ça me dit... Je ne veux pas dire par là que ses attouchements, etc., étaient innocents. Peut-être qu'elle a été traumatisée, oui, mais il n'a rien fait. Et s'il n'a rien fait, s'il n'a pas violé, c'est pour ne pas avoir à s'avouer à lui-même qu'il était un violeur. C'est ça. C'est pour voir ça. Je me regarde en face, je continue à me regarder en face, parce que je me dis que je n'ai pas violé, mais je suis un violeur. Ça veut dire une chose. Vous m'interrogez sur le nouveau féminisme. Le nouveau féminisme n'est pas l'accomplissement du féminisme. Le nouveau féminisme est la kafkaïsation du féminisme. Ce propos est littéralement kafkaïen. C'est-à-dire, on avait dit, oui, donc, il a pris sur lui, il a fait un effort, il s'est dominé. C'est quand même ça qu'on demande. L'homme n'est pas un homme, ça s'empêche. Bon, justement, quand on est un homme, on n'est pas un prédateur. On compose avec ses pulsions, avec ses attirants, je ne sais pas quoi, mais justement, au dernier moment, on se domine. Il s'est dominé, mais il s'est dominé parce qu'en fait, il ne se dominait pas. Donc, ça rend fou. Alors pour continuer sur ces joyeuses histoires de censure, l'an dernier, vous avez été éjecté de LCI d'une manière totalement arbitraire, parce qu'en fait, vous avez été puni alors que vous n'aviez littéralement rien fait de mal. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous recommenceriez votre chronique sur l'affaire du Hamel? Est-ce que cet épisode a changé votre manière de travailler? Et plus généralement, quel est votre rapport à l'autocensure? Bon, je ne reparlerai plus de LCI. Pour moi, l'épisode est clos. Eux, c'est eux, moi, c'est moi. Je ne reviendrai plus sur cette chaîne. Ils se passeront de moi, je me passerai d'eux. Donc voilà. Évidemment, je me pose des questions. C'est-à-dire, je croyais que la télévision n'était que la télévision. J'avais une confiance totale en David Pujadas, une confiance d'ailleurs qui n'a jamais démenti. Nous prévoyons 2 jours à l'avance, nous choisissions ensemble les sujets que nous allions traiter. J'y réfléchissais et je concevais cette émission comme un bloc-notes télévisuel. Je n'avais pas tout à fait conscience de l'importance, de l'influence des réseaux sociaux. Et nous sommes entrés, je ne sais plus qui le dit, je crois que c'est Bocoté d'ailleurs, dans la culture de l'extrait. Et ça, évidemment, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sort une phrase, on la sort du raisonnement, et à ce moment-là, tout peut arriver. Donc je suis amené à réfléchir. Et je n'ai pas encore trouvé de réponse. C'est-à-dire, ma tentation, si j'interviens, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire et d'aborder les sujets scabreux, non pas pour le plaisir de provoquer ou de polémiquer, mais si j'ai le sentiment de pouvoir apporter une certaine lumière. Cela va-t-il être possible? Je n'en sais rien, je peux donner un exemple. J'ai été invité sur CNews par Mathieu Bocoté. Il a eu une émission le samedi soir, de 8 à 9. J'avais 40 minutes. Et c'est moi qui lui ai dit, on parle de mon livre, mais je voudrais parler de l'affaire Zemmour, parce qu'avec toi, nous nous tutoyons, j'ai confiance, et parce que je pourrais aller jusqu'au bout. Alors, j'ai dit que le succès de Zemmour venait du fait qu'il appelait un chat, regardait les choses en face, et donnait statut à l'angoisse existentielle qui étreignait un certain nombre de Français, et dont une partie des médias déniait la légitimité. Donc, voilà. Mais je me suis dit, c'est pas pour autant que je me sens tout à fait en accord avec lui. Il dit que la France doit pouvoir persévérer dans son être, qu'elle a le droit à la continuité historique, et que c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Oui, il a raison. Mais quelle France? J'ai parlé de ces propos étranges sur l'Afghanistan. Nous ne devons rien à ceux qui ont travaillé pour nous, qui restent chez eux, qui fassent la guerre. J'ai reparlé d'affaire Pétain. Et j'ai dit, dans cette histoire, voilà, il a dit que Pétain, c'était mieux pour la France que s'il y avait une administration allemande. Oui, que peut-être Pétain avait voulu sauver les Juifs français.
En tout cas, que c'était le souci. Et c'était vrai au début. C'est-à-dire qu'il y avait une obsession, chez Laval notamment, on va distinguer les juifs français des juifs étrangers, on va livrer les juifs étrangers pour un peu épargner les autres. Et même la dénaturalisation, qui est une horreur, entrait dans cette logique, puisqu'on dénaturalisait ceux qui sont fraîchement français. Mais j'ai dit, les 2 fois, Zemmour manque à l'honneur. Je cite Maurice Garçon. Maurice Garçon, lui-même non exempt de préjugés anti-juifs, mais qui dit nous sommes en train de livrer nos hôtes. On ne peut pas faire. J'étais d'autant mieux placé pour le dire que c'est ce qui est arrivé à mon père et à mes grands-parents qui ne sont jamais revenus. Alors, or, l'honneur ne figure pas dans les catégories de Zemmour. Il est comme Maurras pendant l'affaire Dreyfus. Il le dit, Maurras, Dreyfus peut être innocent. Et alors ? Ce qui importe, c'est la force de l'armée. Voilà. Et Maurras, au moment des accords de Munich, pas un orphelin, pas une veuve pour les Tchèques. Et à ce moment-là, Bernanos écrit Le scandale de la vérité. Le scandale de la vérité, c'est sa rupture avec Maurras, et il relie Notre jeunesse de Péguy, en disant, parce que Péguy, il dit, l'affaire Dreyfus, il y va de l'honneur d'un peuple. C'est l'honneur d'un peuple. L'honneur d'un peuple d'un seul tenant. Il cite Corneille, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Il lui dit, c'est ça. La France, en ne respectant pas ses alliances, se déshonore. Et il y a une politique de l'honneur qui est meilleure que l'autre. Voilà. Donc, je dis, pour Zemmour, la France, c'est l'intérêt de la France, rien d'autre. Donc, pour moi, c'est un problème. Et je dis, en plus, le problème est plus vaste encore, c'est-à-dire que Maurras revient au moment où c'est Péguy qu'il nous faut. Et j'ai envie de continuer à réfléchir à ça, parce que je crois que, oui, je ne sais pas si l'idée est profonde, mais je crois que cette divergence mérite absolument d'être creusée. Bon. Et je dis les choses très clairement, et là, mes amis, je parle avec mes amis, c'est important de le dire, parce que j'avais une amie qui m'a téléphoné, et qui m'a dit, surtout ne parle pas de Zemmour, t'as dit que tu parlerais de Zemmour, ne parle pas de Zemmour, il est très proche de Marion Maréchal, c'est pas possible, et après, je l'ai au téléphone, elle est contente, elle a envie de réfléchir à ce que j'ai dit. Je dis pas ça pour me faire à moi-même des compliments, mais parce que le printemps républicain m'est tombé dessus. Et avec cette culture de l'extrait, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire Gilles Clavreul, du Printemps républicain, écrit un texte sur son site, enfin bon, pour tout le monde, quoi. Et où il dit, en défense de Zemmour, Alain Finkielkraut a dit que Pétain voulait sauver les Juifs français, ça n'a jamais été vrai, et il dit en défense de Zemmour. D'abord, j'ai pas dit. Non, j'ai dit au contraire, j'ai dit pour enfoncer Zemmour. Et mon père est parti en 1942 parce qu'il était apatride quand même. Et c'était les étrangers et les apatrides qui étaient à la rave du Fédé. Donc ce que je dis n'est pas fou. Il y a peut-être un moment, bien sûr, où la collaboration est devenue totale, mais ce souci existait. Donc, alors, ce souci existait. 2, je ne l'ai pas dit en défense de Zemmour. Et là, tout d'un coup, la petite rumeur se répand que je défends Zemmour. Vous voyez ? Donc c'est une difficulté dont je ne viendrai jamais à bout. À partir du moment où vous abordez un sujet complexe, même les gens apparemment les mieux intentionnés ont besoin de simplifier. Donc voilà, je ne suis pas au bout de mes peines. En effet, oui. Alors, je vais à nouveau vous poser une question sur LCI. Pardonnez-moi, mais c'était lors d'une émission en fait, qui s'est passée quelques mois avant cette émission, vous avez fait votre chronique sur Duhamel, lors d'un débat, la grande confrontation du 13 novembre 2019, animée par David Pujadas. Et là, vous avez subi les foudres des foules indignées pour une blague que beaucoup ont fait mine de ne pas comprendre quand vous avez lancé « Violer, 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 je dis aux hommes, violer les femmes. D'ailleurs, je viole la mienne tous les soirs » parce que vous étiez agacé par l'extension à outrance du terme « viol ».
Alors, je le cite pour rappeler l'épisode, mais ce qui est aussi intéressant dans cette émission, qu'on a regardé à nouveau avec Peggy, c'est que vers la fin de l'émission, en fait, le ton est monté parce que vous aviez une sorte d'altercation avec l'universitaire Maboula Souma-Oro sur la question de la gratitude. Oui. Vous lui reprochiez de n'avoir aucune gratitude envers la France, elle n'était pas d'accord, et d'ailleurs, elle vous expliquait qu'elle n'avait pas à avoir de gratitude envers notre pays. Et elle vous lance, alors c'est couvert par d'autres voix, hein, mais on l'entend quand même, c'est terminé, votre monde se termine, à vous. Hein. Alors comment analysez-vous ce genre de propos et puis cette façon de débattre ? Non, c'est tout à fait... J'avais oublié qu'elle m'ait dit c'est terminé, et je vous remercie de me le rappeler. Elle était à côté d'une leader écologiste, Sandra Régol, qui je crois est depuis devenue numéro 2 du parti, derrière Julien Bayou, qui m'a traité de raciste. Et là encore, c'était absolument saisissant, parce que je disais, nous avons un destin commun. Voilà. Mes parents viennent de Pologne, ils sont arrivés, mon père était déporté de France, etc. Bon, voilà. Et tout d'un coup, je fais des études, et je bénéficie de l'école républicaine, je passe mes diplômes, donc forcément, j'ai une certaine gratitude à l'égard du pays qui m'a permis de faire ça. En Pologne, ça n'aurait pas été possible de la même façon. Donc voilà. Et je lui dis, et elle dit, ah ben non, aucune gratitude, etc. Bien sûr, je peux m'installer dans le grief, dans la revendication, dans la haine. Je peux même être professeur de haine. Puis c'est ce qu'elle est. Elle enseigne. Donc elle enseigne la haine de la France. Ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. La haine de la France devient un sujet d'enseignement, ça, au travers des multiples studies. Donc, je suis absolument sidéré par ce qu'elle me dit, par l'appellation de raciste que je prends en pleine figure, sidéré aussi par ce qui m'arrive, parce que quand je dis oui, violer, je dis ça à Caroline de Haas, qui m'accusait de faire l'apologie du viol. Pas n'importe quoi. Ah, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à une accusation aussi monstrueuse ? On ne peut répondre que par la surenchère. C'est vraiment la jurisprudence Cyrano de Bergerac, un grand mémoire. Mais non, pas du tout. Il est énorme. Pourquoi vous dites qu'il est grand ? Non, mais bien sûr, c'est tellement délirant. Je fais l'apologie du viol. Oui, bien entendu, j'ai fait que ça toute ma vie. Je trouve ça merveilleux. Enfin, donc, bien entendu. Et alors, je viole ma femme tous les soirs. 3 jours après, je suis invité à Pau pour un salon du livre. Je descends de l'avion, je suis accueilli par 2 officiers d'enseignement, un homme et une femme, adorables. Donc, ils me disent, voilà, on est là pour votre protection. Mais à la descente de l'avion, hein, sur le tarmac. Et ils m'accompagnent, ils sont restés avec moi jusqu'à la montée de l'avion. Et après que j'ai fait mon petit exposé, et pendant que je faisais ma signature, il y avait des femmes très sérieuses qui avaient une espèce de banderole, de pancarte, où il y avait marqué viol, apologie du viol, 5 ans de prison, 45 000 € d'amende. Donc, et ensuite, j'étais obligé de rester dans l'immeuble où avait lieu, dans le bâtiment où avait lieu ce festival, parce qu'il y avait une manifestation dans la rue contre ma présence et mon apologie du viol. Donc là, mais là c'est vrai, c'est-à-dire que les humoristes sévissent sur nos chaînes, notamment dans le service public, toute la journée. Ils se marrent, ils se gondolent sans cesse. Et on a vraiment l'impression que l'humour n'a plus du tout sa place en réalité, que nous vivons à l'ère de l'humour d'après l'humour. Alors, je veux bien qu'on me dise que ma blague est pas drôle. Ça, ma femme, moi, si vous voulez, ma femme l'a trouvé drôle le lendemain. Non, elle n'a pas assisté. Elle n'a pas assisté à l'émission. Je vais raconter. Non, mais pourquoi le lendemain ? Elle est au tribunal. Elle est avocate. Et elle est au tribunal, et donc l'audience se termine, et il y a un des avocats qui dit non. Il est l'heure, là. Non, il faut que tu y ailles, ton mari t'attend. Hein. Allez, mène-toi. Et donc, évidemment, à ce moment-là, cette blague l'a fait beaucoup rire. Voilà. Il a fallu, effectivement... Bon. Mais on peut me dire, ah non, t'es pas marrant, franchement, c'est lourd, c'est nul. D'accord. Mais qu'on n'ôte pas
à cette plaisanterie le caractère de plaisanterie, c'est tout. Une plaisanterie, c'est un risque. Hein. Il y a des gens qui rient, il y a des gens... non, c'est, à chaque fois, c'est ça, dans les soirées, dans les dîners, on tente sa chance. Et puis, bon, alors ça j'accepte, évidemment, cette critique. Ça me vexerait, mais bon, c'est le jeu. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, on prend les... Soit on dit... on prend littéralement, ah bah ouais, c'est dégueulasse, il viole sa femme, mais c'est dégoûtant, s'il fait, pourquoi il fait ça et pourquoi elle accepte? C'est vraiment la domination masculine. Soit on dit, on rigole pas avec ces choses-là. Cette phrase, on ne rigole pas avec ces choses-là. Ce qui est totalement absurde, évidemment, parce que ça rappelle Kundera et la plaisanterie, si vous voulez. Il a rigolé avec le communisme, Ludwig, bien sûr. Alors, on ne rigolait pas avec ces choses-là, bien sûr. Il s'agissait quand même de l'émancipation des peuples. Il s'agissait de la lutte des classes. C'était trop important. Donc, vous voyez, et ça fait peur, parce que... Mais justement, les humoristes secondoles, mais qui sont les nouveaux humoristes, les humoristes d'après l'humour? Ce sont les aboyeurs de la bien-pensance. C'est-à-dire, d'ailleurs, ils l'ont dit dans ces gens du service public, ils ont été interrogés par Le Monde Magazine, ils disent, mais vous êtes tous à gauche. Mais comment on peut être... Comment un humour de droite, c'est pas possible? Vous n'allez quand même pas rire des migrants qui se noient. Alors, on s'est dit, mais c'est pas possible. Voilà, ils en sont. Et Le Monde, ça leur plaisait beaucoup, au Monde Magazine. Ils ont fait la couverture, etc. Mais... Et je suis d'autant plus fondé à dire que nous vivons à l'époque de l'humour d'après l'humour, parce que je viens de subir une petite mésaventure intéressante. J'étais invité chez Sonia Mabrouk sur Europe 1 pour parler du livre. Et j'ai dit, il m'arrive quand même quelque chose de bizarre, on m'accuse simultanément, je suis accusé de sexisme et en même temps de détestation du rap. Je dis, il faut choisir. Il faut choisir. On ne peut pas dire les deux choses en même temps, parce que s'il y a quelque chose de violemment misogyne, c'est le rap. Et je me mets à énumérer quelques paroles délicieuses des chansons de rap, et je dis, un type dit, je t'encule salope, et évidemment, on pense immédiatement à Verlaine. Donc, voilà. Et ça a beaucoup amusé, mais contre moi, les gens de l'émission Par Jupiter sur France Inter, et ils ont dit, on va parler d'Infini Crone, hein. Et ouais, alors à ce moment-là, l'un de leurs humoristes a dit, ah ben j'adore qu'on parle d'une antiquité. Il a parlé de diarrhée verbale et surtout, et c'est ça qui est quand même très intéressant, à mon propos, de dégénérescence mentale. J'ai même hésité à le poursuivre en justice. J'ai balayé cette idée. Mais la dégénérescence mentale, la biologisation de l'adversaire, c'est l'extrême droite. Ça, c'est vraiment la signature de l'extrême droite, premièrement. Deuxièmement, imaginez, puisqu'ils sont de gauche, que, sur France Inter, un chroniqueur, un humoriste, parle de la dégénérescence mentale, de dire, bon, il est licencié dans le quart d'heure. S'il n'est pas licencié, c'est un scandale. Tous les Samuel Gontier, tous les Daniel Schneiderman de la place fondent sur lui. Moi, j'ai beau avoir écrit des livres, j'ai beau être ceci, être cela, avoir une émission sur le service public depuis 1985, je suis dans le mauvais camp, et au nom de l'humour, on peut me chier dessus en toute impunité. Donc, je parle de la littérature, mais un article, ou peut-être même un livre, pourrait être écrit sur l'après-humour, ou sur l'humour d'après l'humour. Et je pense que ça donnera des résultats intéressants. Dans ce livre et aussi dans une récente interview que vous avez donnée au Point avec Laetitia, vous êtes très pessimiste. Vous dites, il n'y a plus de contre-feu à l'envahissement de la laideur et à l'empire des clichés bien pensants. Rien n'arrête le désastre en cours. L'humour, on vient d'en parler, l'humour en même temps que la littérature, inexorablement quitte la place. Les nouveaux occupants ne sont pas prêts de se faire déloger. L'avenir leur appartient. Alors je voulais pour terminer, vous interroger, voilà, pourquoi il y a un tel pessimisme, et je voulais vous citer un passage d'une interview de Lionel Shriver, qui est un écrivain américain. Ce qui est une femme, en réalité. réalité. Tout à fait. Et elle dit, cette phrase, ce paragraphe que j'aime beaucoup, tout ce tapage autour des revendications identitaires est propre à notre ère. Une fois que nous aurons enfin clos le chapitre cancel culture, il y a de fortes chances pour qu'avec le recul, il nous apparaisse calamiteux.
La fièvre que soulèvent les questions de genre et de race fera figure d'hystérie collective et nous la considérerons avec la même horreur que le macartisme. Ces zélotes apparaîtront comme les méchants, les rares personnes qui auront défendu la liberté d'expression, la tolérance et la diversité des idées retrouveront un statut de héros, et malheureusement, au moment où ce revirement moral s'opérera, je serai sans doute morte depuis longtemps. Oui, non, je suis content que vous me posiez cette ultime question. Parce que moi-même, je m'interroge sur ma position et sur le risque de voir cette position se muer en posture. Parce qu'Élisabeth de Fontenay m'a fait ce reproche. Elle m'a dit, alors j'étais étonné, elle m'a dit, ce que tu dis sur la littérature, c'est très bien, etc. Bon, je suis même d'accord avec le reste, mais j'avais un peu peur parce que sur la question du genre, on s'est déjà affronté. Mais ce que je rejette, ce que je supporte mal, c'est ton pessimisme. Comme si en effet, pour elle, je m'installais dans le pessimisme. Il pouvait y avoir un confort du pessimisme. Et c'est vrai, le penseur, le romancier qui m'inspire le plus, Milan Kundera, il a aussi un côté comme ça. Mutatis mutandis, hein, je ne me prends pas pour lui, mais bon, pessimisme radical. Alors, oui. J'espère avoir tort. Peut-être devrais-je y réfléchir. En tout cas, je me suis posé la question. Il y a eu des fièvres successives. Oui. L'intelligentsia, par définition, est fiévreuse. Mais la fièvre communiste, elle est tombée. Il y a eu la dissidence, il y a eu l'effondrement, il y a eu le principe de réalité. La fièvre woke et politiquement correcte, peut-être qu'elle va tomber, mais elle correspond à un phénomène massif qui est quand même la déseuropéanisation progressive de l'Europe. L'Europe se transforme. Et donc, cette espèce d'appel à la diversité, cette lutte des places, hein, qu'on voit au cinéma, etc., partout. Pourquoi s'arrêterait-elle ? C'est ça, pourquoi s'arrêterait-elle ? Elle est portée par un mouvement extrêmement profond, par un processus. Et il n'y a pas de principe de réalité, si vous voulez. C'est un délire. Et alors ? Tous ceux qui ne délirent pas, on les dégomme. Mais personne ne meurt de faim. Puisqu'en plus, ça concerne les études de lettres. Si, évidemment, la frénésie diversitaire se met à atteindre les sciences, elle le fait un peu. Ça commence. Mais si elle le fait comme... Si elle tue les sciences comme elle a tué les lettres, là, évidemment, on ne saura même plus construire l'avion. Donc, il y a un truc... La tiers-mondisation arrivera. Elle peut arriver par d'autres canaux. Bon, ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, elle arrivera très vite. Il y aura le principe de réalité, pardon. Mais sinon, je ne vois pas. J'aimerais qu'il s'agisse d'une fièvre passagère, mais je le pensais déjà en 91 dans le Messager européen. J'ai publié, c'est une revue annuelle qui a cessé de paraître il y a déjà des années, que je dirigeais. J'ai publié un dossier intitulé « Le crépuscule de l'Europe sur les campus américains ». Apparaissait alors le concept de DWEMS, qui est un concept barbare, vraiment. Dead White European Males. Bon. Mais je me disais aussi, quand même, d'abord, ça ne pénétrera pas chez nous. Mais non seulement ça a pénétré chez nous, mais en Amérique, ça règne dans l'université, enfin, le politiquement correct, mais dans les administrations, dans la presse, à Hollywood et dans les grandes firmes multinationales. Donc, ça continue, ça se répand, ça s'installe, ça s'institutionnalise. Elle peut dire ce qu'elle veut, Lionel Shriver. Toutes ces studies, on va faire quoi ? Il y a 30 ans, vous entriez dans les librairies, il y avait la sociologie, la philosophie, l'ethnologie, c'est les grandes disciplines des sciences sociales, de la philosophie et de la critique littéraire, ou de la théorie littéraire. C'était ça. Voilà. Maintenant, en Amérique, c'est fini depuis longtemps, mais en France, ça va être fini aussi. Ça va être la prolifération des studies. Et vous voyez ce que c'est quand les librairies même changent,
quand les études changent, on va supprimer les studies, vous croyez? Les gender studies, avec tout l'argent. Qui dirige aujourd'hui Princeton, la plus belle université du monde? La plus belle université du monde. Il y avait Einstein, il y avait vraiment John Scott, une des féministes les plus fanatiques et les plus radicales aujourd'hui. En 1995, Mona Ozouf écrit un livre extraordinaire, Les mots des femmes, essai sur la singularité française. Elle dit en France, c'est pas pareil. En France, c'est pas la guerre des sexes. En France, c'est pas toute victime, tous bourreaux. En France, on n'a même pas envie d'ajouter un E à professeur ou à docteur. On n'a pas besoin d'un montre-sexe. On n'a pas besoin de la parité parce qu'on va être reconnu en tant qu'individu. 95, et vous voyez aujourd'hui, tout a changé. Elle ne pouvait même pas imaginer l'écriture inclusive. On ne sait même pas si on va gagner cette bataille. On peut, oui, parce que là, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué, et puis ça résiste très fort. Mais on ne sait pas. Donc, voilà pourquoi. Peut-être ai-je tort de m'installer dans le pessimisme, mais je crois que l'optimisme, lui, ne nous est pas permis. Bien, Alain Finkielkraut, merci beaucoup pour ce moment, cet entretien que vous nous avez accordé. Pour conclure, puisque nous avons parlé d'humour, d'absence d'humour, nous allons tenter de faire mentir ce sombre constat en terminant en musique avec Clémentine Aupire, une artiste qui aime caricaturer les prescripteurs de bonne morale en tout genre avec des chansons de rap humoristiques. Voici son morceau Mademoiselle, qui ridiculise l'écriture inclusive et la féminisation à outrance, et dont le refrain est le suivant: on ne dit plus mademoiselle, on dit madame, à ma grande dame. On ne dit plus mademoiselle, on dit madame, et tout cela s'est fait à mon grand dame. Ou bien devrais-je dire à ma grande dame, le genre masculin les châteaux ne font pas des chiennes, tu veux toucher mes scènes, je t'attends à la tournante, cependant pour autant la vie ne fait pas la nonne. On n'est pas copines comme cochonne, ouais j'en perds ma latine, plus brisée qu'une barrette de gasoline. C'est dans les vieilles potes qu'on fait les meilleures confitures, je ne mâche pas mes mottes et toutes les gouttes sont dans la nature. Et mes propos tirés par la chevelure, de la tasse à la tasse, je fonce dans la tasse, toi ma garce, tu fais les 100 passes, bonne débarrasse. Bye bye. Qui sème la vente récolte la tempête, tu peux pas avoir la beurette et l'argenterie de la beurette, t'es belle comme une camionnette. T'es belle comme une camionnette. On ne dit plus mademoiselle,